Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo sur le cours d'électronique analogique. Aujourd'hui, on va travailler sur la première partie du cours sur les quadripôles. Alors, c'est quoi un quadripôle? Voilà, un quadripôle est un dispositif ou circuit électrique quelconque qui est caractérisé par deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie, caractérisé par les grandeurs électriques, intensité courant I1 V1 et de même à la sortie I2 V2. Le plus souvent, un quadripôle a pour rôle de transmettre l'énergie prélevée à l'entrée vers la sortie. L'usage du calcul matriciel utilisé dans l'étude des quadripôles a beaucoup facilité la mise en cascade de ces derniers. Par exemple, vous avez ici la mise en cascade de deux quadripôles, le premier caractérisé par sa matrice, le deuxième par sa matrice. Eh bien, il est plus simple de trouver la matrice équivalente de ces deux mis en cascade. Ici, nous présentons un exemple de quadripôle. Voilà la première partie. Donc, il s'agit de R1 et R2, qui est un quadripôle passif, là. Et puis, nous avons ici un quadripôle actif. On verra le détail un peu plus tard. Donc, voilà l'entrée du premier quadripôle, sa sortie, qui, elle, sert d'entrée au deuxième quadripôle, et enfin, la sortie du deuxième quadripôle. On peut déterminer la matrice du premier, la matrice du deuxième, et après effectuer le calcul pour trouver la matrice ou bien le quadripôle équivalent. Alors, nous présentons ici quelques exemples là, de quadripôles. Par exemple, la résistance série, voilà, caractérisée par I1 V1 à l'entrée, I2 V2 à la sortie. De même, pour ce cas-là, où nous avons une admittance en parallèle, ou bien un tronçon d'une ligne de transmission, et enfin le cas d'un transformateur idéal. Alors, représentation. Nous avons V1 de T et 1 de T à l'entrée. Ces grandeurs électriques sont fournies par le générateur. L'échange d'énergie se fait à travers ce quadripôle et l'utilisation de cette énergie est utilisée par la charge par l'intermédiaire du couple courant-tension I2 V2. On peut distinguer deux types de quadripôles. Il y a ce qu'on appelle les quadripôles passifs. Ça veut dire que le réseau qu'il comporte, les éléments qui le constituent ne comportent aucune source d'énergie. Ensuite, les quadripôles actifs, le réseau comporte des sources de tension ou de courant. Alors, voilà un exemple là. Ici, dans le premier, ces deux quadripôles sont mis en cascade. Donc, le premier là, il est constitué d'éléments passifs, R, de résistance là. Et là, nous avons un quadripôle actif, parce que vous avez un ampli haut, et puis l'ampli haut, il y a une alimentation qui intervient à l'intérieur de ce quadripôle. Donc il y a une source de tension. Exemple de quadripôle, le quadripôle est dit linéaire si, eh bien, il est linéaire si les éléments qui le constituent, R, L, C, etc., sont linéaires. Autrement sinon, il n'est pas linéaire. Alors, maintenant, on va passer quelques définitions utilisées dans l'étude des quadripôles. Alors, il y a ce qu'on appelle le quadripôle réciproque. Quadripôle réciproque. Un quadripôle est dit réciproque si une source de tension placée en entrée, comme dans ce cas-là, conduit à un courant de sortie, par exemple en court-circuit là. Donc, cette source va générer un courant I sortie. Voilà. Il est égal à I entrée obtenue lorsque la source de tension est placée en sortie. Ça veut dire, lorsque je place ce générateur-là, il va me fournir à la sortie I sortie. Si maintenant, je prends le générateur et je le mets là, et je mets ici un court-circuit, eh bien, je vais obtenir un courant entrée égal à celui que j'avais trouvé dans le premier cas. Dans ce cas-là, on dit que le quadripôle est réciproque. Alors, ça veut dire I entrée égale I sortie.
comment se manifeste cette propriété au niveau de la matrice? Eh bien, elle se caractérise par le fait que j'ai Z12, lorsqu'il s'agit de la matrice impédance, Z12 égale à Z21. Alors, voilà un exemple de quadripôle. Voilà. Donc, Z1, Z2, Z3. Eh bien, quand si j'utilise la notion de matrice Z qu'on va voir plus tard, mais là on est obligé d'en parler ici pour expliquer certaines définitions. Donc si j'ai ce quadripôle là, j'ai V1 égale, par définition des quadripôles, est égal à Z11 I1 plus Z12 I2, et V2 est égal à Z21 I1 plus Z22 I2. Eh bien, on peut constater que V1 égale à Z1 I1 plus Z3 facteur de, puisque les deux courants aboutissent ici, donc plus Z3 facteur de I1 plus I2. La même chose pour V2. Alors, en séparant les I1 et les I2, on va obtenir ce résultat-là. Donc, ça veut dire que le Z11 de ce quadripôle est égal à Z1 plus Z3. Le Z12 est égal à Z3. Le Z21 égale à Z3 et le Z22 est égal à Z2 plus Z3. Est-ce que ce quadripôle est réciproque? On a dit la réciprocité se traduit par les éléments Z12 est égal à Z21. Et bien Z12 est égal à Z3, Z21 est égal à Z3, donc il s'agit bien d'un quadripôle réciproque. Alors maintenant, quadripôle symétrique. Un quadripôle est symétrique si la permutation des entrées, ça veut dire la permutation entrée-sortie, ne modifie pas le quadripôle. Alors ceci se caractérise au niveau de la matrice par l'égalité des éléments Z11 est égal à Z22. Je reprends toujours le même exemple de tout à l'heure, voilà. Donc voilà le développement des tensions en fonction du courant. Donc on a trouvé que Z12 est égal à Z21, donc il est réciproque. Maintenant, quand est-ce que on pourra dire qu'il est symétrique? On a dit la symétrie se traduit par Z11 égale Z22. Eh bien, ça veut dire que je dois avoir Z1 plus Z3 est égal à Z2 plus Z3. Alors, ceci est vrai. Eh bien, Z11 égale à Z22 est vrai si Z1 voilà, est égal à Z2. Si Z1 voilà, est égal à Z2, alors dans ce cas-là, le quadripôle, il est réciproque et il est symétrique. Alors, quadripôle unilatéral. C'est quoi un quadripôle unilatéral? Eh bien, un quadripôle est dit unilatéral si la tension au courant d'entrée, voilà par exemple, on a pris cet exemple-là, la tension courant au niveau de l'entrée ne dépend pas des paramètres de sortie. Ne dépendent pas des paramètres ici à la sortie. Ils ne dépendent ni du courant ni de la tension. Voilà, ici c'est le schéma équivalent d'un transistor, voilà, que peut-être vous connaissez déjà. Donc, j'ai deux exemples. Ici, lorsque RE est égal à R3, c'est un exemple où R3 est court-circuité par une capacité en régime dynamique. C'est équivalent au court-circuit, donc on obtient ce cas-là. Voilà. Donc ici, j'ai la tension et j'ai le courant. Donc le courant, quelle que soit la sortie, le courant qui est là, il est toujours le même. Il n'y a pas d'interaction entre tension et courant avec la sortie. La tension, elle est là, le courant, il fait son chemin et il revient là. Donc, c'est indépendant de ce qu'on a à la sortie. Par contre, ici, eh bien, j'ai ici la tension, mais le courant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce chemin-là. Il arrive, et en arrivant là, il s'additionne au courant qui arrive de l'autre côté, là. Donc ça veut dire que la tension entre là et là, elle est composée de cette tension qui dépend du courant I-in, ou bien le courant d'entrée, plus cette tension-là. Mais cette tension-là, il dépend de ce courant d'entrée et de ce courant qui vient de la sortie. Donc ça veut dire qu'il y a une grandeur d'entrée qui est VE, la tension d'entrée, qui dépend d'un paramètre de la sortie qui est le courant. Donc
ce n'est pas un quadripôle unilatéral. On parle aussi dans ces cas-là, de ampli. De la même façon, on parle d'ampli latéral et d'ampli non latéral. Autrement dit, un quadripôle est unilatéral si la tension ou courant d'entrée ne dépend pas des paramètres de sortie. Ça veut dire tout simplement qu'il se caractérise au niveau de la matrice par le terme Z12 égale 0. Z12 égale 0. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai par exemple la tension d'entrée et le courant d'entrée. Donc, pour que cette tension soit indépendante de ce courant de sortie, il faut que ce terme-là soit égal à 0. C'est-à-dire Z12 égale à 0. Alors, caractéristiques internes d'un quadripôle. Les tensions et le courant aux bornes du quadripôle sont liés par des équations linéaires. Plusieurs représentations matricielles sont possibles. Alors, il y a ce qu'on appelle... On était obligé d'introduire les matrices et leur développement avant pour expliquer certaines propriétés. Maintenant, on introduit de manière formelle la notion de matrice impédance Z. On choisit comme variable indépendante les courants I1 et I2. Alors, les amplitudes complexes ou bien les transformés de la place des tensions V1 et V2 s'expriment de la manière suivante. V1 égale Z11 I1 plus Z12 I2. V2 de la même façon. Donc les variables indépendantes sont les courants I1, I2. Alors à partir de là, on peut déterminer la matrice Z11, Z21, etc. Comment, pour un quadripôle donné, déterminer ces paramètres-là? Eh bien, par exemple, Z11 est obtenu, voilà, en divisant V1 sur I1 et en prenant I2 égale 0. De même, Z22, on peut la déterminer comme étant le rapport Z22, c'est V2 sur I2 en prenant I1 égale 0, etc. Donc voilà la démarche pour identifier les paramètres Z. Alors, donc pour résumer, un quadripôle, s'il est symétrique, on a dit Z11 égale Z22. S'il est réciproque, on a Z12 égale Z21. Et s'il est unilatéral, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction entre grandeur d'entrée et grandeur de sortie. Ça veut dire que ce terme-là est égal à 0. Comme ça, on n'a qu'une relation entre grandeur d'entrée, V1 et I1. Z12 égale 0. Alors, application. On va prendre cet exemple-là et on cherche à calculer, par exemple, le Z11 et le Z21. Donc, on sait que, par définition, pour calculer Z11, c'est quoi? C'est le rapport V1 sur I1 lorsque I2 égale 0. Eh bien, V1 sur I1 lorsque I2 égale 0. I2 égale 0, ça veut dire que le circuit est ouvert là. Donc, il n'y a pas de charge, le circuit n'est pas fermé. Et V1 sur I1, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est l'impédance d'entrée vue entre ce point-là et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Parce que le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va se partager en deux. Une partie va là, et une deuxième, il va là. Et comme I2 égale 0, donc ça veut dire que l'autre partie va faire ce chemin-là. Autrement dit, ça fait tout simplement 15 ohms est parallèle à 5 plus 10. Ça veut dire, c'est 15 parallèle à 5 plus 10, donc est égal à 7,5 ohms. Donc Z11 est égal à 7,5 ohms. Calcul de Z21. Quelle est la définition de Z21? Eh bien, c'est V2 sur I1 lorsque I2 égale 0. Alors, V2, on a dit, sur I1 lorsque I2 égale 0. I2 égale 0. Et la définition, c'est V2 sur I1. Alors, dans un premier temps, on va calculer la relation entre V2 et V1. Donc, I2 égale 0. Ça veut dire V2, il est là. À quoi est égal V2? Eh bien, qu'est-ce que j'ai? V1, il est là. Donc, ça veut dire que V1, il est là. Il est là. Alors, pour trouver V2, sachant que ici, j'ai V1, ça veut dire que c'est un pont diviseur. Donc, V2 égale à V1 qui est là et là. V2 est égal à V1 que multiplié par 10 divisé par 5 sur 10. Ça veut dire, et tout ça, ça fait 2 sur 3. Donc V2 est égal à 10 sur 15. V1 est égal à 2 tiers de V1. Maintenant,
on a la relation entre V2 et V1. Quelle est la relation entre, pour introduire I1, quelle est la relation entre V2 et I1? Eh bien, on va dire que V1 est égal à quoi? V1 là. Eh bien, est égal à V1 est égal à ce courant que multiplie par cette impédance. C'est ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que V1 est égal à A, 15 parallèle à 15 que multiplie par I1. Donc, je connais la relation entre V1 et I1. Je vais remplacer ce V1 par cette expression-là et je vais déduire V2 sur I1. Donc, ça veut dire V2 sur I1 est égal à A, 2 tiers de V1 sur I1 et finalement, après calcul, on va obtenir 5 ohms. Alors maintenant, calcul de Z22 et de Z12. Et bien, pour le calcul de Z2 et Z12, ben, on doit avoir I1 égale 0. Donc Z22 est égal à V2 sur I2 lorsque I1 égale 0. Donc V2 sur I2. I1 égale 0. I1 égale 0. Ça veut dire que le courant qui circule là-dedans, c'est tout simplement I2. Le I2 qui vient là, voilà, il se partage en deux parties, il va faire le tour, il revient là. Autrement dit, c'est tout simplement V2 sur I2, c'est l'impédance vue de ce côté-là. V2 sur I2, ça veut dire que, c'est quoi l'impédance vue entre ce point-là et ce point-là? C'est 10 ohms parallèles à 15 plus 5, ça veut dire c'est 10 ohms parallèles à 20. Voilà, V2 égale 10 ohms parallèles à 20, l'impédance que multiplié par le courant I2. Et quelle relation existe entre V1 et V2? Alors, j'ai V2 ici, à quoi est égal V1 dans ce cas-là? Eh bien, V1, c'est un pont. Donc, V2, ça veut dire il est là, il est là, il est là. Je connais V2 là et je sais déterminer V1 là. On a dit que I1 est égal à 0. Donc, ça veut dire que V1 est égal à V2 que multiplié par 15 sur 5 plus 15. Ça veut dire 15 sur 5, ça veut dire c'est 15 sur 20, ça veut dire c'est 3 quarts de V2. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces relations-là, on cherche V1 sur I2. Donc, j'ai V2, la relation entre V2 et I2, et j'ai la relation entre V1 et V2. Donc, ça veut dire, tout simplement, eh bien, je vais remplacer ce V2 par 4 tiers de V1. Et comme ça, je vais avoir une relation entre V1 et I2. Ça veut dire que je vais obtenir 3 quarts de V2. Et tout calcul fait, ça fait 5 ohms. Donc si maintenant je résume tout le calcul qu'on a fait, ça veut dire la matrice impédance de ce quadripôle est égale à 7,5, 5, 5, Z11, Z12, Z22 et Z21 et Z22. Maintenant, on passe à la matrice admittance, appelée Y. Alors, si les tensions V1 et V2 sont les variables indépendantes, on peut écrire la relation linéaire entre grandeur d'entrée et de sortie. Donc, la matrice Y est représentée par ces éléments-là, Y11, 1,2, 2,1 et 2,2. Alors, à titre d'application, on prend cet exemple-là. Nous avons R1, R3, R2. Alors, on va déterminer la matrice Y. Donc, si on prend le premier terme qui est Y11, il est par définition Y11 égale à I1 sur V1 lorsque V2 égale 0. Voilà. V2 égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortie court-circuitée du quadripôle. J'ai un court-circuit là. Alors, ça fait quoi? Donc, je vais me trouver avec V1 là, I1. Et bien, le I1, il traverse R1. Et puis, nous avons, il traverse R2 et R3 en parallèle. Ça veut dire que R2, R3 parallèles sont en série avec R1. Et bien sûr, la loi d'Ohm, tout simplement, ça nous permet d'écrire V1 égale à R1 plus C2 en parallèle, le tout que multiplie par I1. En arrangeant cette expression-là, ça devient V1 égale. Et comme on cherche, nous, le rapport I1 sur V1, ça veut dire l'inverse. Donc, on va faire passer le V1 en dessous de I1 et
on va avoir R2 plus R3 sur ce dénominateur, c'est-à-dire Y11 égale à cette expression-là. On procède de la même façon pour trouver Y12, Y21, Y22. Maintenant, la matrice de transfert T. Donc, si les variables indépendantes sont V2 et I2, donc nous avons les relations linéaires suivantes, d'où la relation matricielle, et voilà la matrice de transfert T. Alors, pour des raisons de calcul, il est plus simple d'utiliser moins I2 au lieu de I2 parce que ça permet de mener un calcul plus facile lorsqu'on a des quadripoles en cascade. Alors, application. Donc, si on prend cet exemple-là, voilà, et on cherche par exemple le premier terme, T11. T11, c'est quoi par définition? C'est V1 sur V2 lorsque I2 égale 0. I2 égale 0, ça veut dire que le circuit est ouvert. Je n'ai rien ici. Et donc, je n'ai que V1 et le courant I1 qui fait le chemin suivant. Voilà. Donc, V1, il est là. V2, comme je n'ai pas de courant là, ça veut dire V2, il est là et il est là. Alors, V2 est égal à quoi? C'est égal à, c'est un pont diviseur. V1 que multiplie par R2 sur R1 plus R2. V2 égale à V1, R2 sur 1 plus R2. D'où V1 sur V2, voilà, est égal à R1 plus R2 sur R2. Donc ça, c'est le paramètre T11. Et on fait le même, on utilise le même principe pour déterminer les autres paramètres de la matrice de transfert. Enfin, on arrive à la matrice hybride H. Les variables indépendantes sont I1 et I et V2. Voilà. Donc, on exprime la tension d'entrée et le courant de sortie en fonction du courant d'entrée et de la tension de sortie. Ce qui nous donne la matrice suivante. En fait, cette matrice, ou bien ce quadripôle, est beaucoup plus adapté à l'étude du transistor. Voilà le schéma équivalent du transistor. Donc, il est parfaitement adapté à cette structure-là, parce que ça nous permet d'écrire I1, voilà, égale H11 plus H12, V2, etc., etc. Alors, H11, c'est quoi? Eh bien, H11, c'est le rapport de V1 sur I1 lorsque V2 égale 0. Ça veut dire qu'elle correspond à une impédance. H22, eh bien, c'est une relation entre V, H22, voilà, c'est entre un courant et une tension, donc, est égal à A, H22, lorsqu'I1 égale 0, est égal à A, I2 sur V2, donc c'est une admittance. Et puis H12, H21, ce sont des nombres sans dimension. Alors, donc si on veut chercher par exemple le H11, alors prenons cet exemple-là. Le H11, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement égal à l'impédance lorsque la tension de sortie est court-circuitée. Donc si je prends ce terme-là, si je court-circuite ici, voilà, ça veut dire que j'ai 10 ohms qui est parallèle à un court-circuit. 10 ohms parallèle à un court-circuit, c'est un court-circuit. Donc ça veut dire c'est comme si j'ai tout simplement 15 ohms en parallèle avec 5 ohms. Donc ça veut dire que V1 est égal à quoi? Il va être égal à I1 fois 15 parallèle à 5. Ça veut dire V1 égale à I1 que multiplie par 15 que multiplie par 5 sur 15 plus 5. Voilà. Donc 5 fois 15 divisé par 5 plus 15. Alors, est-ce que le quadripôle est... Donc le quadripôle est symétrique si le déterminant de H est égal à 1. Il est réciproque si on a cette fois H12 est égal à moins H21. Et unilatéral si on a H12 est égal à 0. Donc ça, c'est beaucoup plus une application pour les transistors bipolaires qu'autre chose. Alors sur ce se termine cette première partie sur le cours du quadripôle. Alors, si vous avez besoin d'une copie de ce travail, vous n'allez qu'à aller au lien suivant. Merci pour votre attention.